Bonjour à tous, il est diplômé de l'ESSEC, a cofondé l'éditeur de logiciels Business Object, puis la plateforme de services logistiques Kiala, qui a été cédée à l'américain UPS en 2012. Il a par ailleurs participé à la création de l'association Croissance Plus et vient de prendre un virage politique en fondant le mouvement Nous Citoyens, qui s'est fixé pour objectif de réformer la France. Bonjour Denis. Oui, Père. bonjour. Alors, quand on lit votre portrait, un serial entrepreneur qui a participé à Croissance Plus et qui fait de la politique, on pense inévitablement à Charles Becbédé. La démarche est comparable ? Je ne pense pas, parce que Charles Becbédé a décidé de rejoindre les partis traditionnels, en l'occurrence l'UMP. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il a été rejeté par l'UMP. C'est assez intéressant de voir quelqu'un qui vient de la société civile, qui a une expertise en gestion, en innovation, finalement est rejeté par le système politique, qui est constitué de politiques de carrière, pour la plupart, qui sont dans une logique de réélection et non plus dans une logique de mission. Pour nous, la politique, ça doit être un passage de courte durée. On y va pour apporter une expertise qui vient de la société civile et ensuite on doit y retourner. Donc beaucoup trop de politiques de carrière qui font barrage effectivement à des gens comme Charles Becbédé. Alors le mouvement que vous avez fondé, Nous Citoyens, se veut non partisan et revendique une autre façon de faire de la politique. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans la politique? Ce qui a créé le déclic, c'est la campagne présidentielle de 2012. Où on nous a parlé de sujets périphériques. On nous a parlé de viande halal, de coût du permis de conduire, alors que la dette de la France était dégradée, que le système éducatif se dégradait aussi, que le chômage était à des niveaux déjà très élevés et qu'on n'avait aucune proposition crédible pour résoudre ces problèmes-là. Face à ça, face à la réaction d'ailleurs de tous les observateurs, y compris les étrangers, les économistes qui parlaient de l'élection la plus frivole de l'Ouest, vous vous en souvenez sûrement, eh bien avec un certain nombre de citoyens, on a décidé de se mobiliser pour proposer un programme de réforme assumé de ce pays pour enfin faire entrer la France dans le 21e siècle. On vit sur un modèle qui est dépassé d'un État omniprésent, ça avait du sens en 1945 quand il fallait reconstruire le pays, aujourd'hui ça n'a plus de sens. Ça génère une dépense publique qui est totalement excessive, on est passé de 40% du PIB en 1974 à 57% du PIB en ce moment, 17 points de PIB supplémentaires, c'est pratiquement la création d'un État supplémentaire à côté de l'État existant. C'est 340 milliards d'euros, c'est pratiquement le coût de l'État existant depuis 40 ans. Et donc c'est ça qui explique aujourd'hui l'essentiel des problèmes de la France. Quand on observe la façon dont vous fonctionnez au sein de votre mouvement, il y a un côté très collaboratif qui est revendiqué lui aussi, des réseaux sociaux très présents. Absolument. Ça rappelle un petit peu la démarche d'un Beppe Grillo en Italie, qui s'appuyait beaucoup sur les réseaux sociaux également. Est-ce que c'est un mouvement que vous avez observé de près avant de vous lancer? Alors c'est peut-être le seul point commun, puisque par ailleurs on est dans une logique de proposition constructive, mais effectivement on est dans une démarche collaborative. Les propositions qu'on a formulées jusque-là sur le fonctionnement de la vie politique et sur l'éducation, effectivement, ont été faites avec la société civile, en collaboration avec la société civile, et elles ont été soumises ensuite au reste, effectivement, de nos adhérents pour leur permettre de réagir, de les enrichir. Donc on est complètement dans cette démarche-là, on n'a pas la science infuse, effectivement. Pour revenir à Beppe Grillo, qui lui est farouchement anti-européen, vous, à titre personnel, vous êtes au contraire pro-européen. On est pro-européen, on est des républicains, des humanistes, ça ce sont effectivement nos valeurs, donc on est de ce point de vue-là aussi très différent de ce mouvement-là. Où est-ce que vous en êtes en termes d'adhérents? Puisque le mouvement est tout récent, il a été lancé en octobre. Il a été lancé le 11 octobre sur une grande radio périphérique, on a pratiquement 6000 adhérents aujourd'hui, donc on est un des 10 premiers mouvements politiques de France en un peu plus de 3 mois. Donc effectivement, ça prouve qu'il y a une attente considérable par rapport à ce type de discours. On est 3 fois plus gros que le NPA, on est presque aussi gros que le Nouveau Centre en nombre d'adhérents, donc c'est un succès considérable, au-delà même de toutes nos attentes, mais qui prouve qu'il y a un appétit considérable des Français pour un discours différent en matière de politique, et puis surtout pour que la société civile reprenne la parole, pour qu'on redonne la parole à la société civile face à une classe politique qui est dominée par des politiques de carrière et par des fonctionnaires de qualité, mais trop nombreux en politique et trop nombreux dans l'absolu. Vous présenterez des candidats lors des prochaines élections municipales et Alors, européennes en fait, éventuellement? Pour ce qui est des municipales, on a décidé de labelliser des listes. On a été approché par des listes citoyennes, des gens qui nous ressemblent, qui disent la même chose que nous au niveau local, qui disent on en a marre des politiques de carrière, des gens qui sont là, qui ont fait 2, 3, 4 mandats, avec le clientélisme qui va avec. Et donc on a décidé de les labelliser en rédigeant une charte très exigeante, au terme de laquelle ils s'engagent à communiquer des données financières sur la vie de la commune, à publier les notes de frais des élus, à ne pas faire plus de 2 mandats, donc en mettant la barre très très haut en matière de gestion des collectivités. Et pour ce qui est des européennes, effectivement, on va présenter une liste. L'échéance ultime, c'est 2017, je présume. L'échéance ultime, c'est 2017, pour faire en sorte qu'en 2017, on nous parle des vrais sujets, pas comme en 2012, effectivement, où on est passé complètement à côté des sujets importants. Alors vous vous assurez, je l'ai dit, que vous êtes non partisan. Malgré tout, il faut bien vous situer sur l'échiquier politique en s'appuyant sur des prises de position. Les vôtres sont plutôt libérales, ce qui vous range plutôt du côté droit de l'échiquier politique. Nous, on pense qu'en matière de gestion de l'État, en matière de résolution des problèmes économiques et sociaux, il n'y a pas d'idée de droite ou de gauche, il n'y a que des bonnes et des mauvaises idées. On n'est pas libéral. Le libéralisme, c'est une idéologie. Les idéologies ont fait beaucoup de mal à notre pays et d'ailleurs à beaucoup d'autres pays. Donc on se veut
veut pas libéral. On croit juste qu'il y a des bonnes et des mauvaises idées. D'ailleurs, la preuve, c'est que le président Hollande a repris la quasi-totalité de nos discours. Dans les faits, on en est très loin, malheureusement, mais dans le discours, on retrouve ce discours-là. Et depuis, l'UDI, Jean-Louis Borloo, par exemple, hier, reprenait également ces idées. Donc on voit bien que ces idées commencent à faire consensus, qu'elles ont été reprises aujourd'hui par les grands partis de gouvernement, et c'est tant mieux. Par contre, aujourd'hui, on ne se positionne pas sur des sujets de société, parce qu'on estime que dans le contexte actuel d'une France qui est fracturée par des problèmes sociaux, des problèmes économiques graves, avec 5 millions de chômeurs, 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, 150 000 Français qui ont dû s'inscrire au RSA l'année dernière, aujourd'hui, la société française est beaucoup trop fracturée pour qu'on parle sereinement des problèmes de société. Donc pour résumer sur les problèmes économiques et sociaux, la tonalité d'ensemble de la conférence de presse de la semaine dernière de François Hollande vous convient, vous satisfait plutôt? Elle nous convient très bien dans le discours, elle nous convient beaucoup moins dans les actes. Aujourd'hui, on est beaucoup trop timoré sur les économies qu'il faut réaliser. Nous, on pense qu'il faut plutôt être entre 150 milliards et 200 milliards. Le président parle de 65 à 70 milliards, économie dans la dépense publique. Oui. Et puis, on pense aussi qu'on manque de détails. Aujourd'hui, on nous parle uniquement de fusionner quelques régions. On pense qu'il faut faire beaucoup plus que ça, qu'il faut regrouper les communes en communautés de communes. Hein, on a 36 000 communes. Il faut savoir qu'on a pratiquement 50% des collectivités locales d'Europe pour 12% de la population. Donc, on a beaucoup trop de collectivités locales. Il faut rassembler les communes en communautés de communes. Il faut probablement supprimer les départements, pas juste regrouper quelques régions. Pour l'instant, on nous parle que de ça. Sur le terrain fiscal, vous attendez des choses supplémentaires à la faveur des assises de la fiscalité? Sur le terrain fiscal, on attend une baisse globale de la fiscalité, mais ça ne sera pas possible tant que la dépense publique ne baissera pas, on le sait très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par s'activer là-dessus. Mais sur le terrain fiscal, il faut effectivement des mesures. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise en particulier, qui tirent la machine économique, les artisans, les commerçants, les professions libérales, n'en peuvent plus, ils sont assommés d'impôts. Ils n'ont plus envie de faire l'effort supplémentaire. Moi, je croise des artisans qui me disent, j'aurais pu recruter un compagnon supplémentaire, mais l'État me prend 65% de ce que je gagne si je fais ça. Même chose pour des avocats qui me disent, je pourrais recruter un junior et je ne le fais pas pour cette raison-là aussi. Les gens n'ont plus envie de faire l'effort supplémentaire aujourd'hui à cause de la fiscalité. Merci beaucoup Denis Père, à bientôt. Merci. Merci.